Donc, la pollution lumineuse n'est pas une fatalité. Bon, c'est le titre de l'exposé. Bon, on va voir ensemble tous les tenants et aboutissants de ce phénomène qui est encore un peu méconnu dans le grand public, et de toute façon, qui n'est pas traité comme les autres pollutions. Hein. Donc, voilà un petit sommaire de ce que nous allons voir. Donc, d'abord une présentation du problème, la définition de la pollution lumineuse, des différentes formes de pollution lumineuse. Ensuite, après les différents impacts de cette pollution lumineuse, hein, il y en a toute une série. Après les impacts, nous verrons quelles sont les solutions techniques et comportementales pour lutter contre la pollution lumineuse. Hein. Alors, je ferai une petite parenthèse sur les LED. Hein. Est-ce que c'est vraiment une solution écologique comme certains le prétendent? Cinquième point, c'est, disons, le point d'achoppement quand on parle de diminuer les éclairages. Hein. Donc, c'est la sécurité routière ou sécurité publique. Alors, on va voir un peu de quoi il retourne. Et bon, avant les conclusions, je terminerai par les lois, textes et opérations contre la pollution lumineuse qui existent en Belgique et en Europe. Alors, d'abord, présentation du problème. Alors, voilà une définition. Hein. La pollution lumineuse est, en un lieu donné, une modification des niveaux naturels de luminosité sous l'effet de la présence de lumière artificielle. Alors ça, c'est une définition un peu brutale, hein. C'est-à-dire qu'elle est très difficilement acceptable d'un point de vue social. Oui, parce que ça veut dire que si vous allumez une lampe à l'extérieur, vous produisez de la pollution lumineuse. Si vous allumez une lampe de poche, pareil. Vous allumez les phares de votre voiture, c'est aussi de la pollution lumineuse. Vous faites un feu de camp, c'est aussi de la pollution lumineuse. Mais ça sera difficilement acceptable. Hein. Vous aurez du mal de faire accepter à la population qu'elle ne fasse plus de feu de camp sous prétexte que ça introduit de la pollution lumineuse. Donc ça, on est quand même bien conscient. C'est pour ça qu'on a donné une autre version, une version basée sur l'excès. Donc c'est l'émission excessive due aux activités humaines qui, en modifiant l'obscurité normale de la nuit, gêne les astronomes, hein, perturbe la faune et la flore, affecte les rythmes biologiques et entraîne un gaspillage d'énergie et une production inutile de CO2. Hein, donc on voit bien ici, il y a déjà une introduction aux conséquences de la pollution lumineuse. Alors, la pollution lumineuse, elle provient évidemment des éclairages extérieurs, hein, qu'ils soient publics ou privés. Il n'y a pas que l'éclairage public, aussi l'éclairage commercial, l'éclairage industriel et même l'éclairage résidentiel. On voit souvent des maisons qui éclairent leur façade, etc. Et ça, c'est aussi de la pollution lumineuse. Alors, ces éclairages peuvent être trop puissants, trop nombreux, mal conçus, mal orientés ou utilisés de façon abusive. Alors, cette pollution lumineuse se présente sous plusieurs formes. Bon, la première forme, ce sont les halos lumineux. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. Donc, ce sont ces halos de lumière au-dessus des agglomérations, au-dessus des autoroutes éclairées et au-dessus même des nationales. Donc, dès qu'on se met un peu à l'écart de la ville ou d'une autoroute, on voit ces halos. Et ça, c'est la forme la plus connue. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la lumière intrusive. C'est une autre forme de pollution lumineuse. Donc, c'est la lumière qui s'introduit dans votre maison par vos fenêtres sans que vous l'ayez vraiment demandé. Il y a l'éblouissement. Bon, là, vous voyez tous de quoi il s'agit. Pas besoin de continuer à expliquer là-dessus. Alors, il y a une cinquième forme, c'est ce que j'appelle, moi, l'éclairage excessif et abusif. Hein. Bon, ce genre de choses, les sky tracers, bon, c'est pas des halos, c'est pas de la lumière intrusive, c'est pas vraiment de l'éblouissement, mais pour moi, c'est de la pollution lumineuse. Bon, il faut savoir que les, les éclairagistes, hein, et même les GRD, ils ne considèrent que les trois premières formes. L'excès d'éclairage, pour eux, ça, c'est pas de la pollution lumineuse. Donc,
Souvent, on est un peu en conflit avec eux à cause de ça. Alors, quels sont les impacts de la pollution lumineuse? Il y en a toute une série. Bon, d'abord, l'insécurité, hein. Euh, alors, c'est assez paradoxal, hein, parce que quand on installe de l'éclairage public, on aimerait bien, quelque part, assurer sa sécurité. C'est fait pour ça, normalement, hein. C'est fait pour que vous puissiez vous déplacer en toute sécurité dans la rue ou sur un parking. Mais on voit même dans les exemples de cette photo, hein, que ça peut être très gênant pour les passants et les automobilistes et engendrer des problèmes de sécurité. Alors voilà, un petit exemple, hein, à gauche, une photo de l'intérieur d'une voiture, hein, avec deux passants, et l'éclairage au fond n'est pas éblouissant, pardon. Donc, on voit parfaitement bien les choses. Par contre, avec une lampe éblouissante sur la photo de droite, bon, le conducteur, il va avoir du mal de voir ses deux passants, hein. Donc là, il y a un problème d'insécurité qui peut naître avec des éclairages éblouissants. Alors, deuxième euh, impact, il y a cette espèce de... Je peux cacher ça? C'est l'atteinte à la vie privée. Donc, ça, c'est ce qui provient de la lumière intrusive. Bon, c'est celle qui éclaire vos façades, ou aussi les jardins, l'intérieur de notre habitation. Alors bon, si on ne dispose pas de volets ou de tentures suffisamment occultantes, bon, on va avoir la lumière dans la chambre, hein, comme sur la photo, et ça peut gêner le sommeil, hein. Bon, ça, c'est évident. Alors, c'est un problème récurrent dans les rues de nos villes, de nos villages, hein. Bon, ça, je vous invite, hein, si vous sortez dehors, regardez les rues, regardez un peu comment les façades sont éclairées. Vous verrez que c'est un peu partout, quoi. C'est quelque chose qui est très, très fréquent. Alors, troisième impact, c'est la santé. Bon, il vient de la lumière intrusive, notamment, hein. Sans une bonne occultation des fenêtres, le sommeil est perturbé. C'est ce qu'on a vu dans la dia précédente. Mais il y a un autre phénomène aussi qui se passe, c'est la nuit. Vous avez, quand vous êtes dans le noir, la formation d'une hormone qui s'appelle la mélatonine. C'est l'hormone qui règle le biorhythme. Et il suffit d'un peu de lumière dans la chambre à coucher pour que cette production de mélatonine soit bloquée, quoi. Ah, c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui dorment mal. C'est, à mon avis, une des causes, hein. Voilà, un peu de lumière, et c'est très facile d'introduire de la lumière dans une chambre, hein. Il suffit d'un volet qui soit un peu, disons, pas très occultant, et puis vous avez la lumière, hein, qui peut bloquer la mélatonine. Vraiment, il faut pas beaucoup de luxe, hein. Je pense que c'est de l'ordre d'un demi-luxe pour que votre mélatonine soit bloquée. Alors, quatrième impact, ça c'est celui qui vous intéresse sûrement le plus, hein, c'est la perte de vision de notre univers. Donc, voilà, bon, une image d'un beau ciel étoilé. Alors, je vais introduire un lampadaire boule. Vous voyez, les étoiles commencent à disparaître, hein. J'en mets un deuxième, de moins en moins d'étoiles, et puis un troisième, on ne voit plus grand-chose. Alors, vous me direz, bon, c'est une simulation informatique, certes, mais dans la réalité, on est très proche de ça, quoi. Donc, voilà un exemple avec des photos. Bon, c'est pendant une coupure de courant qui a eu lieu il y a quelques années dans l'est des États-Unis, et un astronome qui s'appelle Todd Carson a pris une photo dans son jardin pendant la coupure de courant. Et voilà, on voit bien le ciel, les étoiles, la Voie lactée. Et le lendemain, il est retourné au même endroit après que le courant a été remis. Et vous voyez, on voit bien la différence, hein. C'est clair, quoi. Alors, ces halos sont une forme de pollution lumineuse très gênante pour l'astronomie. Et le problème
qui existent, c'est qu'ils sont visibles sur de longues distances. Voilà celui de Paris, bon, visible encore à 72 km, mais dans des bonnes conditions de la nuit, donc des conditions météo favorables. À 150 km, on le voit encore, hein. Donc, il n'y a pas de frontière qui permet à la lumière de s'arrêter, et toute pollution lumineuse est visible sur de longues distances. Alors, l'astronomie paye un lourd tribut à, à la pollution lumineuse. Alors, voilà des photos d'observatoires, et en voici quelques-uns encore. Je vous laisse apprécier. Alors, la Belgique est un des pays de champions en matière de pollution lumineuse. Voilà. Quand on voit cette photo satellite prise sur notre bonne vieille Europe, on voit bien où se trouve la Belgique. Sans problème, on peut la repérer, hein, comme Thomas Pesquet qui avait fait une remarque justement à ce sujet où il disait on voyait bien les autoroutes belges éclairées la nuit. Alors, quand on regarde cette photo, on voit qu'il y a des zones noires un peu partout. Alors, on pourrait se poser la question, bon, sont-elles exemples de pollution lumineuse? Ben, on a vu dans la dia précédente que la pollution lumineuse était visible sur de longues distances, hein. Donc, au niveau des sols, les illuminations impactent les zones voisines. Donc, ces photos satellites ne suffisent pas, hein. C'est pas vraiment... bon, ça donne déjà une idée du phénomène et de l'amplitude de la pollution lumineuse, mais pour la visualiser vraiment, il faut un autre moyen. Et c'est pour ça que les scientifiques ont créé des cartes de pollution lumineuse. Donc, c'est des cartes qui expriment un peu le rapport entre la clarté naturelle et la clarté artificielle du ciel nocturne. Et plus on va vers des couleurs chaudes, et plus la pollution lumineuse est importante. Et ce code de couleur est relié à une échelle qui s'appelle l'échelle de Bortle. Là aussi, il s'agit d'un astronome qui a fait, enfin, qui a créé cette échelle, qui est un peu une échelle empirique en fonction de ce qu'il voyait dans le ciel. Et vous voyez, il y a des graduations, hein, de 1 à 9. Hein. On part d'une brillance naturelle du ciel à 1. Évidemment, ça, vous ne trouverez pas en Belgique. Hein. Vous devez aller dans l'océan ou aller dans le Sahara, je pense, ou peut-être dans les déserts américains pour avoir un ciel de classe 1 sur l'échelle de Bortle. Donc, on part de cette classe 1 et puis on arrive à la classe 9, moins de 20 étoiles visibles à une nue. Donc ça, c'est typiquement le centre des villes, hein, centre de Paris, centre de Bruxelles. On est à ce niveau-là. Ah, bon, c'est ce qu'on va voir ici. Alors là, visuellement, je vais vous montrer un petit film. Euh, ça donne une idée de ce que ça représente, cette échelle de Bortel. Donc, on va partir d'un niveau 8, hein, et on va descendre de l'échelle de Bortel. On va se diriger vers le 1. Bon, c'est des photos qui ont été prises aux États-Unis, mais peu importe. Oui. Mhm. On a presque l'impression que c'est comme si les gens étaient attachés à un fil et qui suivaient le fil. Je vous ai même mis de la musique, hein. Je n'ai pas lésiné sur les moyens. Ah, désolé, on n'entend pas la musique. Vous voyez, à partir de 4, le ciel commence à devenir de qualité.
Voilà, nous voilà au niveau 1, dans un parc de l'Utah. Voilà. Bah, maintenant, retournons en Europe et plus particulièrement en Belgique. Et quand on regarde la carte de pollution lumineuse de notre pays, on voit qu'on démarre à 4,5 sur l'échelle de Bortel, hein. Donc, il y a déjà un impact important sur l'observation du ciel. Mais vous voyez que plus de la moitié du pays est en orange, donc avec une voie lactée qui n'est plus visible, hein, et particulièrement la Flandre, hein. Il y a juste un endroit dans l'est du pays, hein, près de Furnes, où là on peut encore voir la Voie lactée, mais d'après cette carte, c'est vraiment un peu désespérant. Donc ça conduit un peu à une situation où les enfants ne savent plus ce que c'est la Voie lactée, hein, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais vu, quoi. Alors cette Voie lactée augmente évidemment, 2% chaque année en Belgique. Alors voilà des photos de satellites entre 1992 et 2010, on voit que les éclairages se sont bien amplifiés sur cette période, hein. Alors voici deux cartes de pollution lumineuse, hein, donc en 2012 et 2019. C'est une application qu'on peut trouver sur Internet, hein, Radiance Light Trends. Si vous avez l'occasion, vous pouvez un peu regarder, il y a moyen de chipoter, de se concentrer sur une région et voir un peu l'évolution. Bon, tout ça est calculé avec des données qui viennent des satellites, hein, qui mesurent l'éclairement du sol, hein, voilà. Alors, il y a aussi un impact culturel de la pollution lumineuse, hein. C'est vrai que le ciel nocturne a toujours une grande influence sur la pensée et la culture humaine, hein. C'est une source d'inspiration, d'émerveillement et de questionnement, hein. Voilà. Donc, ça vaut la peine de le garder comme tel, hein. Et on peut dire aussi que l'astronomie a été la première science de l'humanité, hein. Les hommes ont regardé le ciel, ont regardé un peu le cycle des, de la Lune et l'apparition des étoiles et des planètes. Et ils se sont intéressés, je pense, à ça, et que c'est une des premières sciences, qui est très dommage quand même de la perte, hein, de perte de la vision du ciel, hein. Voilà, quoi qu'il en soit, le ciel nocturne est un paysage à part entière qu'il convient de préserver pour les générations futures. Alors, en 1992, l'UNESCO a décrété que le ciel étoilé faisait partie intégrante du patrimoine mondial à préserver. Mais qu'ont fait les États depuis 1992 pour préserver ce ciel nocturne? Ben, je dirais pas grand-chose, hein. On voit toujours une augmentation de la pollution lumineuse de 2%. Il faudrait quand même que ça s'arrête pour faire un peu de demi-tour avec ça. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Alors, il y a évidemment, sixième point, un point important, c'est l'atteinte à l'environnement, hein. Bon, la vie aime le noir. C'est vrai que l'essentiel de la biomasse animale sur notre planète est nocturne, hein. Purement nocturne, ou qui se partage entre la nuit et le jour. Si on regarde les espèces, même, même en Belgique, hein, la plupart des espèces soit vivent la nuit, soit quelque part vivent une partie de la nuit. Donc, c'est quand même incroyable de penser que on va éclairer comme ça la nature et que ça serait sans impact pour la faune et pour la flore. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelques espèces emblématiques. Bon, la première auquel on pense, ce sont les chauves-souris, hein. Donc, ils sont très affectés par l'éclairage public et privé. Alors, ils sont chassés de leur habitat, hein. La folie, il consiste à éclairer sans relâche les bâtiments publics, hein, les églises, les clochers, les charpentes, les falaises des cavités. Tout ça, quelque part, ça les fait disparaître, hein.
c'est des animaux qui ne supportent pas l'éclairage. Donc, ce qui peut arriver parfois, c'est que elles loupent le début de la nuit. Donc, elles ont des périodes de chasse qui sont raccourcies. Et non, ça a des impacts sur leur reproduction, mais aussi sur la conservation des espèces. Alors, une autre espèce emblématique, bon, ce n'est pas une espèce belge, évidemment, mais ce sont les jeunes tortues. Donc, il faut savoir qu'à la naissance, quand elles sortent de leur coquille, elles se dirigent vers la mer. Tout le monde a déjà vu ça. Mais en fait, c'est pas l'eau qui les intéresse ou les attire, c'est la lumière du ciel, hein, sur la mer. Évidemment, cette lumière naturelle, elle fait pas le poids s'il y a près du nid un éclairage nocturne qui s'allume, hein. Donc, sortie du nid, s'il y a un lampadaire, elles vont vers le lampadaire. Et malheureusement, elles se font écraser par les véhicules ou dévorer par des prédateurs. Donc, il y a une réelle perte en matière de tortues. Ça, c'est des études qui ont déjà été faites en Floride, qui ont montré qu'il y avait un impact vraiment assez élevé de tous ces lampadaires. Et bon, les écologues de Floride essayent de lutter contre ça, hein, d'empêcher la mise en place d'éclairage public, mais même d'éclairage privé le long des plages. Alors, il y a une atteinte pour les oiseaux migrateurs, hein. Bon, quand vous avez ce genre de lumière, hein, bon, on le voit ici sur la photo de droite, hein, les animaux, les oiseaux sont attirés par la lumière. Donc, elles dévient de leur couloir de migration, elles tournent en rond, elles perdent vraiment beaucoup de temps et d'énergie à cet écart. Mais aussi, les millions d'oiseaux qui s'écrasent chaque année contre des immeubles en Amérique du Nord. Vraiment des millions, hein. C'est quelque chose d'assez terrible. Et bon, à tel point même qu'une ville, hein, Chicago, a imposé des règles, hein, pour obliger les immeubles, soit à éteindre les lumières après les heures de bureau, soit occulter les fenêtres. Et le fait de faire ce simple geste, ça a permis de diminuer le nombre de collisions par 5. Donc on voit bien qu'il y a quand même un impact de la lumière sur les oiseaux. Alors les insectes sont aussi attirés comme les papillons de nuit par la lumière. On voit bien ce petit film à droite, hein, il suffit d'allumer en été une lampe blanche à l'extérieur et tout de suite il y a des insectes qui viennent. Bon, faut dire maintenant, vu l'hécatombe au niveau des insectes, hein, bon, il faut savoir que dans 30 ans, il y a 80% des insectes qui ont disparu. Donc, sur le volant blanc, il y en a de moins en moins, malheureusement. Alors, ils viennent évidemment griller sur ces lampes, hein. Ils tournent jusqu'à épuisement, et puis ils sont des proies faciles pour les prédateurs, hein, qui ont bien compris que c'était un endroit où il fallait aller pour se nourrir, quoi. Et il faut aussi savoir que les papillons de nuit sont des espèces pollinisatrices, donc avec un impact sur la flore, hein. Alors, autre impact, vous voyez bien sur cette photo, hein, le fait de laisser une lampe allumée, vous avez les feuilles qui restent plus longtemps que prévu. Et vous avez aussi le phénomène inverse au printemps, les bourgeons, les feuilles, quelque part, apparaissent plus tôt que prévu. Et voilà encore une image prise en janvier, hein. On voit parfaitement bien que c'est du côté de la lampe que les feuilles restent, quoi, hein. Donc, ça perturbe évidemment les plantes, hein. Ça, il n'y a pas lieu de dire le contraire. Alors cet éclairage, ces éclairages nocturnes créent un phénomène de fragmentation. Bon, il faut savoir que pour certaines espèces, hein, celles qui sont lumifuges ou lumiphobes, elles considèrent qu'une route éclairée, c'est comme un mur. Donc, en installant des routes éclairées un peu partout, vous fragmentez les biotopes, de vous empêcher les espèces de
se rencontrer et d'élargir, disons, leur reproduction. C'est un phénomène de fragmentation. Alors, pour lutter contre ça, il faudrait installer des trames noires, des corridors qui permettent aux espèces nocturnes de se déplacer d'une zone à une autre sans être gênées par l'éclairage. Alors, septième et dernier impact, c'est le gaspillage financier. Il faut dire qu'en moyenne, 30 à 50% de la lumière est perdue et va vers le ciel, soit directement, avec des lampadaires qui envoient la lumière vers le haut, ou indirectement, par réflexion sur le sol. Alors souvent, ces éclairages restent allumés toute la nuit. Ça fait quand même 4200 heures par an pour quasiment personne, comme sur la photo en fond d'écran. On voit ces éclairages qui éclairent tout un parking où il y a juste une voiture, ou deux voitures. Voilà. Alors, quelles sont les solutions pour lutter contre la pollution lumineuse? Alors, il y a 4 caractéristiques à suivre. C'est l'orientation, la couleur, l'intensité et la période. Vous voyez, on part d'un luminaire qui n'est pas le top en matière de pollution lumineuse, c'est celui de la gauche, et en orientant bien, en changeant la couleur de l'éclairage, en diminuant l'intensité, et en se posant la question, est-ce qu'on peut vraiment éclairer toute la nuit, ou est-ce qu'on pourrait, par exemple, faire des extinctions? Tout ça fait qu'on arrive à quelque chose qui est de plus en plus, disons, de plus en plus acceptable pour l'être humain, pour notre rythme circadien, je dirais, et pour la faune et la flore nocturne. Alors, je vais un peu détailler les choses. Donc, la première solution, c'est l'orientation. Donc, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est orienter la lumière, le flux lumineux vers le bas. Bon, éviter les lampadaires bouc, image de gauche, ça c'est vraiment le pire qui puisse exister. Alors maintenant, les éclairagistes et les gestionnaires de réseau comme Ores et Reza ne veulent plus installer ce genre de choses, mais il en existe toujours. Il ne faut pas rouler des dizaines de kilomètres sans tomber sur des lampadaires boules qui sont toujours bien présents dans notre pays. Or, il faut évidemment avoir des luminaires bien conçus. Alors voilà une photo et deux schémas qui montrent que ce qui nous intéresse, nous, ce sont des luminaires qu'on appelle les luminaires full cut-off, qui envoient la lumière vers le bas. Bon, c'est ce qui est maintenant installé avec les nouveaux éclairages LED. Bon, le projet Illumine d'Ores, par exemple, qui consiste à rééclairer tous les éclairages publics en Wallonie. Et bon, heureusement, ils installent ce genre de luminaires, des full cut-off. Alors voilà un schéma qu'on voit souvent avec les choses à faire et à ne pas faire en matière d'orientation. Je vous laisse le regarder. Alors, deuxième caractéristique à surveiller, c'est la couleur. Alors, il faut éviter les ampoules trop blanches. Et ça, c'est le problème qui vient justement avec le nouveau rééclairage au LED. Pour bien faire, il ne faut pas dépasser 3000 degrés Kelvin, mais sur les autoroutes, on est déjà à 4000, sur les nationales aussi, et dans toutes les routes où il y a beaucoup de circulation. Mais autrement, dans le résidentiel, dans les rues où les gens ne circulent pas beaucoup, ils ont décidé de mettre 3000 degrés Kelvin. Mais bon, pour nous, 3000 degrés Kelvin, c'est déjà la limite. C'est déjà du blanc. Bon, c'est pas de l'éclairage ambré. Bon, ça, c'est clair. Alors, on voit bien sur la photo la différence de couleur entre l'éclairage LED et les éclairages au sodium qui se trouvent alentour.
Alors, bon, sur la photo de gauche, bon, des LED, visiblement, des 4000 degrés Kelvin, et à droite, des LED ambrés. Bon, ça existe, les LED ambrés. Donc, c'est des LED qui sont aux alentours de 2200, 2500 degrés Kelvin, et c'est ce qui convient le mieux pour la faune. Bah, mais malheureusement, ils sont peu utilisés, hein, parce que les pouvoirs publics veulent du blanc, hein, parce que ça fait plus moderne, parce que on voit mieux les couleurs, mais il faut bien insister, si on est en contact avec des mandataires publics, pour leur expliquer que ce blanc a un impact sur l'environnement. Voilà encore une autre photo d'éclairage aux lettres ambrées. Alors, troisième caractéristique, et celle-là, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est l'intensité du flux, hein. Il faut essayer de modérer l'intensité et la puissance des lampes. Et malheureusement, souvent, les LED, par exemple, sont avec une intensité trop élevée, hein. Bon, a-t-on besoin d'une intensité pareille, quoi? Ça, c'est la question que je me pose toujours. Alors, un exemple, par exemple, à Tucson, donc aux États-Unis, un éclairage à 90% de la puissance. On voit clair, hein, mais c'est assez puissant, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Et voilà, la même rue, mais éclairée seulement à 30%. Et vous pouvez constater que c'est encore largement suffisant, hein. Alors, c'est assez, pas je dirais rigolo, mais des tests ont été faits, même en Belgique, hein. On a testé sur la population des baisses de puissance. Donc, à partir d'une certaine heure, on fait ce qu'on appelle du dimming, et on diminue la puissance de 50%. Et on a regardé un peu parmi la population s'il y avait une acceptation de ça ou si les gens le remarquaient. Mais vous savez, la plupart des gens ne remarquent même pas qu'on a baissé la puissance de 50%. Bah, tout ça parce qu'en fait, notre œil est une machine vraiment très performante. C'est plus performant qu'un appareil photo. Et il s'adapte à ce genre de situations. Alors, la question qu'on doit se poser aussi, si à 50%, les choses paraissent acceptables, et pourquoi n'éclairerons-nous pas à 50% tout le temps, quoi, hein? Pourquoi l'intensité qu'on va installer maintenant est-elle aussi importante, quoi? Alors, quatrième caractéristique, c'est la période. Donc, en fonction des heures, avoir des intensités de, différentes, quoi, de puissance différentes. Donc, dépasser une certaine heure, est-ce bien nécessaire de laisser tout allumer? Non, évidemment. Et est-ce bien nécessaire de laisser la puissance maximum? Ben, non. Alors voilà un schéma, hein. On peut pratiquer un mode veille, mais on peut aussi pratiquer une extinction, hein. Ben, on voit qu'une baisse de puissance de 50% entre 23 heures et 6 heures permet d'économiser presque 30%, hein, sur base d'un éclairage de nuit pendant 12 heures. Et si vous faites une coupure totale entre minuit et 6 heures, bon, la consommation est réduite de 50%. Ouais, ça vaut la peine parfois de se poser la question, dans cette rue, est-ce bien nécessaire de laisser allumer toute la nuit? Pourquoi ne pourrait-on pas éteindre, ou déjà diminuer la puissance? Alors, il est vrai que les plus futurs éclairages LED vont subir un dimming pendant la nuit. Donc, à partir d'une certaine heure, la puissance va baisser de 50%. Bon, c'est une bonne chose, mais évidemment, il ne parle pas de l'extinction totale, à aucun moment. Pourtant, il y a des communes en Belgique qui pratiquent cette extinction totale. Bon, à notre connaissance, il y en a trois, hein. Celle qui a commencé la première à faire ça, c'est la commune d'Amel ou Amblève, hein. Donc, c'est une commune dans les cantons de l'Est, et elle coupe
entre minuit et 6 heures depuis 1995. Et les deux communes limitrophes, hein, Ouem et Bulange, se sont mises aussi à faire des extinctions nocturnes. Alors bon, il y a quelques années, moi j'ai téléphoné à l'échevin de l'énergie de la commune d'Amblève pour lui demander si ça avait été bien accepté par la population. Ben, lui, il m'a dit, il n'y a aucun problème. Il y a eu évidemment le travail de l'opposition politique qui s'est mis en œuvre en disant que ça n'allait pas, etc. Mais ça a été bien accepté par la population. Et je lui ai demandé aussi, bon, et en termes de sécurité, est-ce que vous avez eu des problèmes? Ben, non, pas du tout. Et il m'a dit, bon, Amblève est une des communes les plus sûres de Wallonie. Et nous, on n'a pas vu de changement en termes de sécurité du fait de ces extinctions, quoi. Et ça, c'est souvent l'argument qu'on nous resserre. Non, pas d'extinction parce que on va être en insécurité, en oubliant que pendant des années, avant l'éclairage public, on vivait, est-ce qu'il y avait une insécurité comme ça dans les années 60? Vous savez, l'éclairage était éteint, hein, c'était des éclairages au mercure, qui consommait énormément d'énergie. Pendant la nuit, c'était coupé, mais il n'y avait pas des problèmes d'insécurité comme on le prétend, quoi. Ça, c'est un espèce de mythe. Alors, bon, Amel, Ouem et Bulange sont des petites communes, hein. Bon, on pourrait dire, bon, là, dans les petites communes, on peut faire ça, mais pas dans des villes. Pourtant, la ville d'Épinal, quand même, 35 000 habitants, a fait le choix de l'extinction totale. Et d'après son maire, il n'y a pas eu de problème d'insécurité. Donc on voit qu'on peut le faire. On voit que, bon, en Wallonie, sur les 262 communes, il y en a une bonne partie qui pourrait le faire sans problème, quoi. Évidemment pas les grosses villes comme Liège ou Charleroi ou Namur, ça, je ne vais pas dire, le contraire, mais pour la plupart des communes de Wallonie, il y a moyen de faire ça. Il y a moyen d'envisager ce genre de choses. Alors on peut aussi, pour lutter contre la pollution lumineuse, installer des éclairages contrôlés. Bon, ça c'est un peu ce qui va se passer avec le plan lumière 4.0 sur les autoroutes, hein, des éclairages qui, en fonction des conditions climatiques, des conditions de circulation ou de luminosité, s'adaptent. Voilà, on baisse la puissance si la lune est présente, on l'augmente s'il y a du brouillard ou s'il y a beaucoup de circulation. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les éclairages intelligents. Donc, bon, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces éclairages qui s'allument devant le véhicule et puis s'éteignent derrière, au fur et à mesure que le véhicule s'avance. Enfin, que ce soit un véhicule ou un cycliste ou un piéton, et en fonction pas des voitures, mais en fonction justement des passagers qui passent dans la rue, s'ils passent en voiture, s'ils passent en vélo, s'ils passent à pied, ça ne sera pas évidemment la même luminosité qui sera bon, produite par les éclairages. Bah, évidemment, le souci avec ça, c'est que ça coûte de l'argent. Hein, ça, inévitablement, c'est la solution la plus chère. Mais moi, je vois que, par exemple, à Copenhague, ils ont décidé d'installer des centaines de lampadaires comme ça, quoi. Donc, il y a moyen de le faire. Et le problème en matière d'éclairage public, c'est que quand on prend la décision de faire quelque chose, hein, elle est faite pour 20 ou 25 ans, ou 30 ans même. Donc, quand on fait une bêtise ou quand on n'utilise pas le bon système, etc., eh ben, pour 20 ou 30 ans, on est avec quelque chose qui n'est pas au top, quoi. Alors, on peut aussi installer des éclairages réfléchissants, hein, des catadiopes ou peintures rétro-réfléchissantes, hein. Bon, c'est ce qui est utilisé assez fortement, par exemple, aux États-Unis. Hein. Ils n'éclairent pas leur autoroute comme chez nous, mais il y a des catadiopes, hein. Ça, c'est clair. Ouais. Malheureusement, en Belgique, c'est une solution
qui n'est pas toujours utilisé ou qui est souvent mal entretenu. Alors, l'éclairage de matière d'éclairage de sécurité, bon, il faut préférer des éclairages qui s'allument en fonction de la demande, en fonction du passage, plutôt que d'éclairer tout le temps. Bon, c'est une évidence. Et bon, la police et les sociétés de sécurité le disent toujours, hein, ce genre d'éclairage qui s'allume en fonction de la présence de quelqu'un est beaucoup plus efficace en termes sécuritaires qu'un éclairage allumé tout le temps. Alors voilà la petite parenthèse, donc les LED, est une solution écologique. Bon, le LED, c'est une lumière blanche, bon, mais en fait, quand on regarde un peu le spectre, c'est pas comme le spectre du soleil. On voit qu'il y a une forte composante bleue. On voit qu'il y a un pic d'intensité, un pic d'émission, pardon, dans le bleu pour une LED 4000 degrés Kelvin. Et il se fait que pendant la nuit, notre œil a son pic de sensibilité qui se déplace, qui va vers le bleu, juste à l'endroit où il y a le pic d'intensité. C'est pour ça que les LED sont souvent perçus de façon assez désagréable. Et ce phénomène, évidemment, il est valable pour nous, hein, on est plus impacté par ça, par cette lumière, mais la faune nocturne aussi, quoi. Hein, et c'est ça aussi le problème des LED, quoi. Alors, ces LED peuvent abîmer la rétine, hein, bon, et c'est un moyen d'éclairage qu'on a de plus en plus dans nos vies de tous les jours, hein. Bon, les écrans des smartphones, c'est du LED, hein, de la lumière bleue, les écrans de télévision, de la lumière bleue, etc. Et on se rend compte que c'est quelque chose quand même qui nous impacte, hein. Bon. Alors, il y a aussi des risques pour les enfants qui sont particulièrement sensibles à ce risque, hein, parce que leur œil n'est pas complètement formé. Et pour les personnes qui ont des problèmes comme la DMLA, bon, ça peut avoir des effets aggravants. Alors, c'est LED, bon, on a vu les 4000 degrés Kelvin, mais on peut utiliser, comme on l'a vu dans les diapositives précédentes, des LED ambrées. Et là, c'est un peu la courbe noire, vous voyez, le pic d'intensité dans le bleu est fortement diminué, quoi. Donc, mettre des LED ambrés, c'est une solution qui permet de s'affranchir de ce pic dans le bleu. Et c'est quelque chose qui est quand même plus acceptable pour la faune nocturne, mais aussi, je pense, pour nous, êtres humains, quoi. Alors, il faut savoir que la pollution lumineuse, moi je ne vais pas faire tout un speech là-dessus, hein, mais c'est un phénomène de diffusion. Alors, c'est une diffusion sur la poussière, sur l'humidité de l'air, et même sur les molécules de l'air. Donc, ce phénomène de diffusion, il est plus intense quand vous allez vers le bleu. Donc, une lumière bleue à 450 nanomètres, un LED tout particulièrement, il sera plus diffusée qu'une lumière à 600 nanomètres, du type sodium. Ce qui fait que la pollution lumineuse est amplifiée. Donc, avec même puissance de lampe, votre œil va percevoir une pollution lumineuse beaucoup plus importante avec les lettres. Et ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Alors, éclairage et sécurité. Alors, il y a un rythme largement répandu. Plus on éclaire, plus la criminalité diminue. Bon, c'est ce qui a conduit à installer des lampadaires un peu partout. Dans notre pays, on a installé 2 millions de lampadaires publics, mais il n'y a jamais quelqu'un qui a produit une étude pour regarder si l'installation de ces lampadaires avait une influence sur la sécurité. Alors,
pas d'études en Belgique, mais il y en a quand même qui ont été faites à l'étranger, des études indépendantes pour mettre la relation entre éclairage et sécurité. Et notamment une étude qui a été faite par une université anglaise, qui a étudié dans une banlieue de Londres la mise en place d'un rééclairage. Donc elle a étudié pendant 1 an, avant l'installation de ces éclairages supplémentaires, quelle était la criminalité. Elle a étudié pendant l'année où ça a été installé, quelle était la criminalité, et encore 1 an après. Et elle a fait des études statistiques là-dessus. Alors, 3500 nouveaux lampadaires ont été installés. L'intensité lumineuse a été multipliée par 4 dans cette banlieue. Et après études statistiques, ils sont arrivés à quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Hein, ils ont été assez surpris, mais ils ont constaté que, contrairement à ce qu'ils attendaient, aucune preuve statistique évidente n'a pu être découverte qui soutiendrait l'idée que l'amélioration de l'éclairage réduit la criminalité. Hein, ça, on a l'impression que installer ces lampadaires, en fait, ça n'a aucun impact. Et c'est souvent le cas. Hein. Il y a d'autres études qui l'ont montré. Alors, deuxième point d'achoppement, c'est la sécurité routière. Bon, la nuit est particulièrement accidentogène. Bon, un accident mortel sur 2 a lieu la nuit, et c'est d'ailleurs ce qui a conduit dans les années 60 à faire éclairer les autoroutes. Bon, alors ces autoroutes ont été éclairées. Et bon, là, par contre, il y a eu une étude qui a été faite par le Met. Bon, c'est l'ancien DGO1, donc ça date déjà d'il y a quelques années. Mais bon, les conclusions de cette étude sont très révélatrices. Hein. Ils montrent qu'en fait, l'éclairage donne un faux sentiment de sécurité. Donc, on roule plus vite et ces vitesses plus élevées causent des accidents beaucoup plus dramatiques. Donc, là aussi, multiplier les éclairages n'apporte rien. Ben, la preuve en est que certaines sections des autoroutes sont actuellement éteintes après une certaine heure. La E411, après minuit et demi, elle est éteinte, mais on ne voit pas une augmentation des accidents du fait de cette extinction de l'éclairage public. Pourtant, c'est ce qu'on nous a servi pendant des années. Il faut éclairer pour la sécurité, patati patata, quoi. Alors, près de chez nous, enfin, plutôt près de chez moi, hein, qui suis vraiment dans l'extrême sud de la province de Luxembourg. Donc, au Grand-Duché, ils ont décidé en 2014 d'enlever l'éclairage public sur les autoroutes. Quoi. Et à l'époque, l'Automobile Club de Luxembourg, hein, c'est un peu comment les associations qui existent aussi en Belgique, hein, et la sécurité routière luxembourgeoise, tout ça, ils se sont dit, écoutez, il faut pas faire ça, la sécurité, etc. Mais bon, le gouvernement a décidé de le faire et ils ont constaté qu'il n'y avait pas eu une augmentation des accidents. Donc, au contraire. Donc, voilà, c'est encore un exemple. Pourtant, chez nous, on installe des éclairages maintenant, plan lumière 4.0, qui sera merveilleux et qui, voilà. Bon, moi, pour ma part, rien ne vaut un éclairage qui n'est pas du tout allumé plutôt que quelque chose qui est merveilleux comme on essaye de nous vendre. Alors, en matière de lutte contre la pollution lumineuse, il existe quand même des lois, des textes et des opérations. Voilà, et nous allons un peu voir de quoi il s'agit. Alors, en matière de loi en Europe, il y en a plusieurs. Hein. Bon, il y a des régions comme la Lombardie en Italie, les îles Canaries, la Catalogne, et même des pays comme la Tchéquie et la Slovénie qui ont édité des lois. Bon, ces lois, c'est du type bon père de famille. Hein. Donc, c'est-à-dire, on n'éclaire pas au-dessus de l'horizontale, donc vers le haut.
On fait attention à l'intensité des ampoules. Les publicités ne restent pas allumées à partir d'une certaine heure. On veille aussi à la puissance de ces publicités, hein. Vous savez, les panneaux lumineux, c'est quand même quelque chose qui est fort éblouissant, donc fort intense en matière d'éclairement. Donc, tout ça est bien réglementé, mais ces lois, ce n'est que quelques pages, hein. Donc, et elles sont toutes plus ou moins du même schéma. C'est la loi Lombard, je pense, qui a été la première, et les autres, c'est un peu du copier-coller, hein. Mais bon. Alors, près de chez nous, il y a quand même la France qui a aussi, déjà en 2013, disons, lancé un règlement en matière d'éclairage des bâtiments, et qui a été suivi par un arrêté de nuisance lumineuse. Ça aussi, c'est une loi contre la pollution lumineuse typique. Bon, évidemment, chez nous, il n'y a rien, hein. Bon, la seule chose qui existe, c'est la charte de lutte contre la pollution lumineuse, qui s'appelle Province de Luxembourg, espace étoilé, que nous avons signé avec l'OCA, l'Observatoire Centre-Antenne, en mai 2019. Bon, c'est un document qui a été signé également par les 4 parties traditionnelles de la province de Luxembourg. Bon, là aussi, le contenu de cette charte, c'est typiquement comme une loi contre la pollution lumineuse. Le problème, évidemment, c'est que ce n'est pas une loi, ce n'est pas coercitif, hein. Nous, on n'impose rien. C'est quelque part une espèce de programme incitatif pour les communes de la province de Luxembourg. Alors, pour mettre en place cette charte, bon, on a décidé de créer un comité de pilotage pour lancer la campagne d'information à destination des communes. Bon, évidemment, la problématique sanitaire nous a coupé l'herbe sous le pied, pardon, et on n'a fait que 4 réunions, quoi. Mais bon, nous allons quand même recommencer au mois d'octobre à poursuivre notre comité de pilotage. Alors, il y a la nuit de l'obscurité, donc, qui est organisée pour la 14e fois en Wallonie et à Bruxelles, je pense. Et cette nuit de l'obscurité, c'est toujours le 2e samedi du mois d'octobre, donc c'est le 9 octobre prochain. Et en Flandre, ils sont déjà à la 25e édition de la Nacht van Duisternis. Voilà. Alors, évidemment, pourquoi faire une nuit d'obscurité? Bah, c'est purement une action symbolique, mais aussi pour informer le grand public, les pouvoirs politiques, sur cette problématique de pollution lumineuse, hein. Bon, il y a des exposés, des animations, des balades, des extinctions de l'éclairage public. Bon, tout ça, on peut le retrouver sur le site dédié à la nuit de l'obscurité. Alors, ce qui existe aussi, ce sont les réserves de ciel de ciel international, quoi, de ciel étoilé. Alors ça, c'est une création de l'IDA, donc International Dark Sky Association. Donc c'est en fait l'association américaine, c'est la première qui a été créée, je pense, la première de façon chronologique, c'est aussi la première en nombre disons, de membres, hein. Il n'y a pas à dire le contraire, quoi. Alors, cette IDA, ce qu'elle propose, c'est une labellisation, quoi, quelque part, de réserve, hein. Et il y en a quelques-unes dans le monde, et une qui est proche de chez nous, si on peut dire, c'est celle qui est en France, dans le pic du Midi, donc dans les Pyrénées. Alors, on voit sur la carte à droite, hein, la carte du département des Hautes-Pyrénées, et on voit en gris que plus de la moitié du département, qui a une superficie plus ou moins égale à la province de Luxembourg, donc plus ou moins la moitié, plus de la moitié, je dirais, du département est concernée. Alors, il y a des zones en gris foncé ou en hachuré, ça c'est
le, le parc naturel. Ça, c'est des zones où vraiment on fait très très attention à l'éclairage nocturne. Mais autour de ces zones, il y a les zones tampons pardon, en gris clair. Donc, avec un ensemble de communes qui ont décidé de faire attention, de pratiquer des extinctions, d'installer des éclairages qui éclairent le sol plutôt que le ciel, etc., quoi. Donc, c'est quelque chose de très intéressant, mais malheureusement, nous n'avons pas ça chez nous. Alors, à côté des réserves internationales du ciel étoilé, on a les parcs internationaux du ciel étoilé. Donc ça, évidemment, en termes de surface, c'est plus petit, mais le but, c'est toujours la même chose, hein, avoir un ciel de qualité avec une pollution lumineuse minime, quoi. Alors, près de chez nous, il y en a quand même un, mais il est en Allemagne, bon, pas tellement loin de Spa, c'est l'International Dark Sky Park de l'Eiffel. Alors, la question qu'on pourrait se poser, ne serait-il pas possible d'envisager un tel parc en Belgique? Bon, ça, je ne sais pas. Alors, autre, disons, opération pour lutter avec la pollution lumineuse, c'est le projet Interreg Nightlight, où 8 régions ont décidé, dans ces pays partenaires, ils ont décidé de lutter contre la pollution lumineuse, voilà, et de faire certaines choses. Alors, il n'y a pas de partenaire en Belgique, hein, mais bon, il y a quand même un partenaire pas loin de chez nous, hein, le parc naturel de Lourdes, qui a décidé de mettre en place toute une série de choses pour lutter contre l'éclairage nocturne. Alors, autre opération, c'est le Smart Light Hub, donc l'Interreg Smart Light Hub, bon, qui veut quelque part renforcer la coopération transfrontalière. Alors je vous donne leur programme, si je puis dire, hein, donc définir une vision novatrice, respectueuse des écosystèmes, économiquement rentable et créative de l'éclairage dans des espaces publics et privatifs, entre autres par la création de luminaires écologiques. Je ne sais pas trop ce que c'est qu'un luminaire écologique. Bon, ils veulent lutter contre la pollution lumineuse, mais moi je ne sais pas encore très bien où ils en sont avec ça, quoi. Bon, à suivre donc. Alors, une opération intéressante, c'est l'opération Ville et Villages étoilés. Donc ça, c'est une opération qui a été initiée en France par la NPCEN. Hein. Bon, c'est c'est un contrat entre la NPCEN et la commune. Donc la commune s'engage quelque part à faire toute une série de choses pour avoir ses étoiles, mais aussi pour pouvoir lutter contre la pollution lumineuse. Donc, c'est quelque chose qui est, d'un point de vue touristique, assez intéressant. Donc, il y a beaucoup de communes en France qui ont été labellisées. Bon, en Belgique, ça serait plus difficile à mettre en place. Bon, vous devez savoir que en France, il existe beaucoup de communes où il n'y a même pas d'éclairage public. Pourquoi? Parce que ce sont des toutes petites communes. Vous avez des communes de 100 habitants, voire parfois même moins, quoi. En Belgique, après la fusion des communes, ben, on a beaucoup plus d'habitants, beaucoup plus de moyens financiers. Bon, résultat des courses, il y a de l'éclairage public partout. Moi, je ne connais pas une seule commune qui n'ait pas mis de l'éclairage dans tous ces villages, quoi. Donc, voilà, quelque chose de difficile à mettre en place dans notre pays. Il y a aussi le phénomène de trams noirs en France. Hein. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent les trams vertes et trams bleus, et même une trame brune pour les espèces comme les vers, etc. Donc, ce sont des moyens de faire passer les animaux d'un biotope à l'autre. Pas d'un biotope à l'autre, mais d'une zone à l'autre. Donc, c'est pour franchir les couloirs lumineux, comme on les a vus dans les diapos précédentes. Donc, on a vu que l'éclairage public pouvait provoquer une fragmentation,
Mais bon, il y a aussi des fragmentations au niveau des trames bleues, donc des cours d'eau, etc. Il y a des fragmentations aussi au niveau des trames vertes. Hein. Vous mettez des routes, des autoroutes. Bon, il faut faire quelque chose. Souvent, au-dessus des autoroutes, on fait des passages pour les animaux. Voilà, ça c'est quelque part participer à la mise en place de trams. Et on s'aperçoit que les trames vertes et trames bleues, souvent, il faut pas grand-chose pour qu'elles deviennent des trames noires. Parce que souvent, elles sont exemptes d'éclairage. Quand il y a des éclairages, on peut les réduire ou même parfois les supprimer et transformer une trame verte en trame noire, c'est relativement facile, quoi. Alors, quelles sont les conclusions de cet exposé? Bon, on peut sans problème réduire la pollution lumineuse. Il y a toute une série de techniques, hein, et de comportements qu'on peut avoir pour le faire. Hein. Et pourquoi faire ça? Pour pouvoir admirer le ciel, hein, vous serez d'accord avec moi, mais aussi pour respecter la biodiversité, consommer moins d'électricité, donc produire moins de CO2, hein, et lutter contre le réchauffement climatique, et aussi certainement pour léguer à nos enfants un ciel auquel ils ont droit, qui a tendance à disparaître au fil des années. Alors, lutter contre la pollution lumineuse ne veut pas dire tout éteindre, et plutôt utiliser de façon raisonnable et raisonnée l'éclairage nocturne. Alors, la lumière artificielle est introduite par l'action de l'homme dans un milieu qui va être perturbé. La pollution lumineuse est une vraie pollution. Même si, quand vous dites ça à quelqu'un de Sibelga ou d'Aurès ou de Reza, souvent, il émet des doutes. Hein. Il n'aime pas, hein, de dire que la pollution lumineuse est une pollution. Bon, ils l'inscrivent, hein, les éclairagistes aussi, comme Schrader, etc., quand ils font des dépliants commerciaux et qu'ils ont des luminaires full cut-off, etc., ils insistent bien pour dire ça permet de diminuer la pollution lumineuse, mais ils n'aiment pas, hein, qu'on dise que la pollution lumineuse est une pollution. Pourtant, c'en est une. C'est l'introduction, quelque part, de lumière de façon artificielle dans l'environnement, et ça a des impacts sur la faune, des impacts non négligeables, avec des animaux qui disparaissent, donc la population diminue. Ça répond à la définition du terme pollution. Alors c'est vrai que moi, quand j'ai commencé en 2005 à m'intéresser à la pollution lumineuse, à cette époque-là, c'était une gêne, hein, l'éclairage public ou l'éclairage privé, c'était une gêne. Donc, c'était vu un peu comme quelque chose qui dérange les astronomes, vous savez, ces espèces de professeurs tournesol qui passent leur nuit à regarder le ciel. Et voilà. Et puis, au fil du temps, l'information est rentrée dans le public, ça a percolé aussi au niveau des responsables politiques. Et maintenant, c'est devenu une nuisance. Hein. C'est toujours pas une pollution, hein. C'est une nuisance. Hein. Donc, quand ils font des exposés, etc., ils n'utilisent pas le terme pollution. Ils disent c'est une nuisance. Bon, je ne désespère pas de les voir un jour, disons, utiliser vraiment le terme pollution de façon, de façon qui ne soit pas un peu déguisée, quoi. Alors, voilà un peu le slogan que j'aime bien utiliser. Hein. Bon, c'est éclairer ce qu'il faut, comme il faut, quand il faut. Si on faisait chaque fois ça, je pense qu'on pourrait bien réduire la pollution lumineuse et pouvoir admirer le ciel, quoi. Alors, voilà un petit tableau de Vincent van Gogh. Certains d'entre vous connaissent sûrement. Bon, c'est la terrasse d'Arles en 1888. Et vous voyez, Van Gogh a mis dans le ciel toute une série d'étoiles. Moi, non, je vous défie d'aller à Arles et de voir des étoiles comme ça à cette terrasse. Ça n'en est même pas question, c'est fini ça. Alors voilà aussi Paris, à la même époque, hein, donc, un peintre qui a mis aussi des étoiles plein le ciel. Bon, maintenant, évidemment, c'est bien différent. Donc, on n'apprécie jamais autant une chose à sa juste valeur que lorsqu'on l'a perdue.
Alors voilà, j'arrive au terme de cette émission. Alors, une dernière petite bande dessinée, bon, petit dessin. Bon, c'est un dessin de Julien Demarche, qui est un ancien membre de l'ACA. Voilà, donc, on voit une espèce de martien dire supernova, non, planète Terre. Là, je trouve ça assez rigolo, mais c'est très, très révélateur.